que des camarades, hommes et femmes, ne baissent pas la tête. Nous devons amplifier ce mouvement. How dare you continue to look away? Vous avez vraiment voyagé dans la malle? La mobilisation des agriculteurs. On va parler de plusieurs choses, notamment du traitement médiatique et politique de cette mobilisation. La mort d'une agricultrice et de sa fille mardi à la suite d'un accident survenu sur un barrage en Ariège provoque la tristesse dans le monde paysan. Sans affaiblir la mobilisation, à l'Assemblée, le deuil a très vite laissé place à la querelle et puis retour aussi, évidemment, sur les débats à l'Assemblée nationale. Avant ce déplacement, quelques heures plus tôt, le ministre n'avait su proposer que quelques réponses éthérées lors des questions au gouvernement, essentiellement consacrées à la crise agricole, qui ont donné lieu à une séance houleuse à l'Assemblée nationale. Les généralités de Marc Fesneau ne cédaient à aucune démagogie. Ne cherchons pas de bouc émissaire au niveau européen, où l'agriculture a un coût, elle doit trouver son prix. Ne sont pas parvenus à calmer la colère dans l'hémicycle, où les députés et ministres présents ont partagé au micro leurs condoléances à la famille de la jeune agricultrice décédée. Le Premier ministre portait sur la colère sociale un regard inhabituellement bienveillant. Voilà, et là c'est le deux poids deux mesures, donc comme j'ai dit hier, évidemment on comprend totalement, enfin moi je comprends la mobilisation des agriculteurs et je dis pas que la mobilisation est inutile, même si sur les mots d'ordre, bon je serais en désaccord sur le modèle agricole qui est défendu, mais bref, les agriculteurs c'est quand même important d'avoir des agriculteurs, je pense, mais on peut pas s'empêcher de voir une différence de traitement médiatique quand même, et politique quand même assez importante. Et là donc écoutez ce que dit Gabriel Attal sur cette mobilisation d'agriculteurs. C'est la France qui ne demande qu'à bien faire son métier. C'est la blessure de femmes et d'hommes qui donnent tout pour notre terre, tout pour nos bêtes, et qui se trouvent sans cesse caricaturés et dénigrés. Plusieurs standing ovations de la totalité de l'hémicycle se sont succédés, rapidement assombris par d'importantes passes d'armes entre les oppositions et le gouvernement. Les députés, les républicains et du Rassemblement national se sont donnés à cœur joie pour dénoncer un gouvernement se payant de mots et soumis à un pseudo-diktat écologiste. Le fameux gouvernement LREM qui utilise un diktat écologiste, hein, bien sûr. C'est le fameux diktat écologiste, c'est connu. Le RN qui entend surfer sur la colère a dénoncé l'écologie punitive dictée par les pires écolos d'extrême gauche. C'est exactement ce qui se passe, hein, un gouvernement actuellement, il est vraiment dicté par les pires écolos d'extrême gauche, le gouvernement, c'est terrible. Et l'enfumage d'une Macronie ayant souscrit au traité de libre-échange et ne s'étant pas opposé à l'augmentation de la fiscalité sur le gasoil non routier. Chez LR, on a fustigé le surplus de normes qui entraveraient l'activité et la compétitivité agricole et l'impuissance d'un gouvernement dont les promesses sont tombées au champ d'honneur. La colère des agriculteurs frôle le point de non-retour, a averti le député LR de l'Aisne, Julien Dive. J'allais dire Julien Dive. À gauche, l'insoumise Mathilde Ignet, ouvrière agricole au civil, je savais pas qu'il y avait une députée ouvrière agricole, a réclamé donc elle un moratoire sur les accords de libre-échange et attaqué les discours creux et les reculades du gouvernement. Au PS, le député Dominique Potier a estimé que c'est par l'Union européenne que nous retrouverons la prospérité, tout en évoquant la nocivité des dérégulations, du libéralisme et des concurrences déloyales. Alors il va falloir réussir à trouver un moyen de faire fonctionner à la fois aide de l'Union européenne et concurrence déloyale, parce que c'est vrai qu'il y a un peu cette espèce de truc un peu ambivalent où à la fois l'Union européenne ça permet à l'agriculture d'avoir des énormes aides financières. On rappelle à chaque fois que la première bénéficiaire de la PAC en Europe c'est l'agriculture française, mais l'Union européenne ça met aussi en concurrence des pays avec des niveaux de vie et des niveaux de prix très différents. Je pense pas si simple que ça, quoi. Donc tout en évoquant la nocivité des dérégulations, du libéralisme et des concurrences déloyales, monsieur Marc Fesneau, pas de pipeau, vous devez des réponses et des actes, a abondé le communiste Sébastien Jumel. Marie Pochon, elle, a épinglé l'agrobusiness. C'est pas une agricultrice que le ministre a dit d'aller sur le terrain. Ah, j'ai pas vu ça. Il a dit qu'elle devrait aller sur le terrain, et c'était à elle, à l'ouvrière agricole, là. Au-delà de ces échanges politiques, dans les couloirs de l'Assemblée nationale, les inquiétudes étaient vives côté majorité, où l'on redoute une réplique des Gilets jaunes. Ah, mais c'est pour ça aussi qu'ils sont un peu stressés, ça joue aussi. Pour l'instant, le mouvement est aux mains de la coordination rurale qui est soutenue par le RN. Il faut que la FNSEA reprenne les choses en main et qu'on avance rapidement sur la loi agriculture, glissait Guillaume Kasbarian. Mais lui, il est vraiment... Il faut que la FNSEA reprenne les choses en main, quoi.
Alors la coordination rurale, je savais pas que c'était pro-RN, je savais que c'était de droite, mais je savais pas que c'était RN, je sais pas si c'est vrai. Et là, il dit que lui, il dit vraiment la FNSEA doit reprendre les choses en main. Voilà, faut un modèle productiviste, un modèle comme ça, et puis pour le reste, on verra. Je rappelle, Guillaume Casbarian, c'est le mec qui a fait la loi dite anti-squat, qui est une loi absolument pourrie pour les locataires et les squatteurs logements. Mais bref. Président en renaissance de la Commission des affaires économiques et élu d'un territoire très rural d'Eure-et-Loire. Cette vision d'un mouvement aux mains d'un syndicat continue cependant d'être contestée sur le terrain. À Carbone, l'immense majorité des paysans interrogés disent être là hors syndicat. Certains se démarquent ouvertement des centrales. Je n'ai jamais été syndiqué et c'est pour ça que je suis là, parce qu'ils ne tiennent pas ce mouvement, assurait ainsi Bernard, 55 ans, céréalier, exploitant 180 hectares en bio. Avant de se dire dégoûté et écœuré par la mort de sa collègue ariégeoise, ils ont foutu une famille en l'air, et quand je dis une famille, c'est aussi nous ici, dit-il en désignant les paysans réunis autour des bottes de paille, qui, entre deuil et détermination, s'apprêtaient ce soir à passer une nuit de plus sur l'autoroute. Bon. J'ai laissé le bénéfice du doute, mais maintenant, le doute n'est plus bénéficié. Alors, simplement, je voulais revenir aussi sur le traitement médiatique de ce mouvement, avec notamment la question de la réaction des forces de l'ordre par rapport à cette manifestation. J'ai pas dit abonnez-vous à Mediapart. Donc on va lire un article de Check News de Libération sur une question intéressante. La police a-t-elle vraiment escorté les agriculteurs en colère jusqu'au lieu de leurs actions contre des bâtiments de l'État et des banques? À Agen, les forces de l'ordre semblent avoir ouvert le chemin des manifestants venus déverser des tonnes de déchets devant plusieurs bâtiments publics et banques. Donc la police a escorté des gens pour aller s'en prendre à des bâtiments publics. Vous imaginez, la police est en train d'escorter des écolos pour aller jeter de la peinture sur des préfectures? Donc c'est un article de Emma Donada. Après une journée de mobilisation particulièrement mouvementée, les agriculteurs du Lot-et-Garonne ont poursuivi leurs actions dès le matin ce mardi 23 janvier, avec un rassemblement devant la préfecture d'Agen où des tracteurs ont déversé des déchets agricoles. Une délégation de la coordination rurale 47 a été reçue, indique la préfecture dans un communiqué, qui précise par ailleurs que des mesures ont été prises pour renforcer la sécurité des manifestants et des usagers. En début d'après-midi, le journaliste Clément Lano a embarqué avec la CR47 qui bloque l'autoroute A62, qui rapporte que les agriculteurs en colère sont en chemin pour aller cibler des bâtiments de l'État à Agen. Suite à l'accident tragique de ce matin, les agriculteurs sont désormais escortés par un important dispositif de police vers leurs actions coup de poing, rapporte-t-il notamment. On lit le tweet, bien sûr. Ils sont escortés par un dispositif de police pour aller cibler des bâtiments de l'État. Sur les images qui accompagnent sa publication, on peut effectivement voir une camionnette et une moto de police escorter le cortège. Bon, je vais pas mettre les images. Merci Wish pour l'abonnement. 3 actions ont été prévues devant le Crédit Agricole, la Direction départementale des territoires et la MSA, la Sécurité sociale agricole, où des déchets ont effectivement été déversés, explique la CR47 à Check News. Les agriculteurs ont aussi visé une agence de la Banque Populaire. On cible la banque parce qu'il y en a marre. Les banquiers ne suivent plus les agriculteurs. Ils nous endettent jusqu'au bout, justifie José Pérez, coprésident de la CR47 au micro de Clément Lano. C'est un peu ubuesque, tout à fait. Totalement ubuesque. La police était-elle au courant de ces actions? La police était parfaitement au courant, ils ont sécurisé, il n'y avait aucun souci, explique la CR47. Contacté par Check News plus précisément, le préfet et le colonel de la gendarmerie avaient été informés d'après la coordination. Nous échangeons très régulièrement avec ce dernier sur les actions, développe-t-elle. Le cortège est parti de l'autoroute et ils se sont divisés en 3. Le cortège de la banque a été escorté sur un petit bout, mais les policiers ont pris l'escorte après sur le cortège de la DTT, où une partie des déchets déversés a pris feu dans l'après-midi, détaille Clément Lano. Allez, on va escorter. On va escorter pour aller mettre feu à des déchets devant la préfecture. On y va, voilà, on les laisse faire.
D'après Élodie Viguier, journaliste pour Sud-Ouest qui a suivi aussi la mobilisation, le feu a été allumé par les agriculteurs. Plus tard, dans l'après-midi, Clément Lano décrit une scène surréaliste. La police fait la circulation pour aider les agriculteurs à passer en contresens afin d'aller déverser une nouvelle fois du fumier devant la préfecture, explique-t-il en légende d'une vidéo postée sur X. Contacté, la préfecture n'a pas donné suite. Donc des policiers, ils vont aider des agriculteurs à aller déverser du fumier devant une préfecture. C'est quand même extraordinaire. On tombe de... C'est pas comme si on tombait de nos chaises, mais presque. Voilà. Des montagnes de caca. Des montagnes de caca devant la préfecture. Non, pas ça. Sans paye, sans eau, sans électricité, des ouvriers agricoles exploités survivent grâce à la solidarité. Et je voulais vous parler de ça absolument, puisque Basta, qu'on lit trop rarement ici, a fait un article sur des ouvriers agricoles, sur l'exploitation des ouvriers agricoles, et je pensais que c'était pas mal de lire cet article à cette occasion-là, puisque c'est aussi... les ouvriers agricoles font partie du monde paysan, et leur situation est encore moins évoquée que celle des agriculteurs. Et donc cet article de Adel Kaito pour Basta me semblait pas mal. Les agriculteurs sont des vrais travailleurs. C'est vraiment la blague du mec en utilitaire cabossé qui coupe la route à une ambulance et quand l'ambulance klaxonne, il dit « mais moi je travaille ». C'est vraiment ça, hein, on est dans cette ambiance-là, bien sûr. Depuis le début de la lecture, je n'arrive plus à tenir sur ma chaise. Ah oui, non mais je comprends. Hein. Donc on a une mobilisation aussi, une mobilisation d'agriculteurs, mais là il s'agit de travailleurs marocains, d'ouvriers agricoles marocains qui, après avoir travaillé toute la saison agricole, 17 travailleurs marocains n'ont toujours pas été payés. Coincés dans le Vaucluse, ils ont décidé de rester ensemble jusqu'à avoir obtenu gain de cause malgré des conditions de vie indignes. Donc courage à eux déjà pour être coincés dans le Vaucluse, et ensuite pour ne pas avoir été payés pendant toute leur saison agricole. L'ennui rythme leur journée, certains tentent de se réchauffer près du feu ou en préparant du thé, d'autres restent simplement assis côte à côte dans le garage qui sert à la fois de cuisine et de salle de vie, entre la gazinière de fortune et des vivres apportés par les restos du cœur. Deux petits groupes se forment parfois pour discuter en arabe ou se taire ensemble. Il faut dire que ces 17 hommes âgés de 22 à 46 ans vivent dans la promiscuité depuis des mois. Ils sont coincés ensemble dans une petite maison à l'entrée d'un village du Vaucluse. Arrivés du Maroc comme travailleurs saisonniers entre mai et octobre 2023 pour les derniers venus, ils ont récolté asperges, courgettes, cerises et fait les vendanges au pied du Mont Ventoux dans une exploitation agricole. Donc là, on est sur des agriculteurs qui exploitent eux-mêmes des travailleurs étrangers, là sans même les payer. On rappelle que Grégoire de Fournas, hein, le député RN qui est aussi dans viticulteur, avait été épinglé pour avoir embauché des travailleurs sans papier là. Bon, alors là, apparemment, ils sont ici légalement, mais peu importe, simplement, il y a un prolétariat dans le monde agricole et il y a des agriculteurs qui gagnent très bien leur vie et qui embauchent ce genre de personnes et eux sont pas du tout représentés dans la mobilisation. Le travail est dur, quasiment 100 jours de congé et les 17 hommes n'ont toujours pas été payés par l'employeur, la SAS de Rigoua. Selon les ouvriers agricoles, l'entreprise s'est contentée de leur donner quelques dizaines d'euros en espèces de temps à autre pour qu'ils puissent s'acheter de quoi manger et continuer à travailler. Ah oui, ils leur ont donné de l'argent de poche, quoi. Ils assurent que le patron veut les faire retourner au Maroc, leur promettant d'être payés là-bas. Bien sûr. Bien sûr, ils vont dire non, mais rentrez au Maroc, vous inquiétez pas, on va vous envoyer l'argent, bien sûr. Mais les 17 ne se laissent pas faire. Dès le mois de juillet, une délégation a parcouru à pied les 10 km qui les séparent de Carpentras pour prendre le bus jusqu'à l'inspection du travail d'Avignon. Celle-ci a étudié le dossier et a dépêché sur les lieux un inspecteur. Dans la foulée, les travailleurs sont entrés en contact avec le défenseur syndical Force Ouvrière, Hervé Proch, qui a saisi le conseil de prud'homme en référé mi-octobre pour 5 premiers dossiers. J'ai déjà eu pas mal de cas dans ma carrière, mais jamais autant de travailleurs non payés sur la même exploitation, assure le syndicaliste. Alors, GG à eux déjà. L'employeur, il a dû transpirer en voyant qu'ils n'avaient pas bien docilement dit d'accord monsieur et qu'ils n'étaient pas bien poliment rentrés au Maroc et qu'ils ont décidé d'aller voir l'inspection du travail et les syndicats. J'espère qu'ils flippent bien et qu'il aura une énorme amende. Résultat, le tribunal a condamné l'employeur à verser entre 6 et 8 000 euros à chacun de ces 5 ouvriers agricoles pour le versement des salaires de 2 ou 3 mois selon les cas, les heures supplémentaires impayées, les dommages et intérêts. Ah, excellent. Donc sur 5 déjà, entre 6 et 8 000 balles.
Le 8 janvier dernier, le Conseil de prud'homme a de nouveau condamné l'employeur à payer et à indemniser 3 autres salariés et va étudier plus en détail 3 autres cas sur lesquels il ne s'est pas encore prononcé. Bon, c'est dommage qu'on puisse pas regrouper ce genre d'affaires hein, avec les 17 cas dans le même dossier. Une autre décision sur le fond est attendue le 19 avril concernant des salariés qui ont travaillé sans contrat de travail. Donc ça va, je me suis dit, est-ce que je me suis trompé d'année? Mais non, c'est juste que c'est super lent, quoi. Les 17 cas sont différents, avec notamment des durées totales de travail qui varient entre les premiers qui sont arrivés en mai et les derniers en octobre. Les cas qui sont passés en référé sont les plus évidents, un contrat, des fiches horaires remplies au jour le jour, mais pas de salaire. Ceux sur lesquels le Conseil de prud'homme veut examiner sur le fond sont les cas plus complexes, par exemple sans contrat de travail, mais avec tous les documents de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, pour les faire travailler comme saisonniers en France. Les travailleurs n'ont aussi pas tous fait appel au défenseur syndical en même temps. 2 ans minimum en appel. Ouais, c'est super long. Hein. Les décisions de justice des prud'hommes sont importantes, mais elles ne changent rien au quotidien des 17 travailleurs. Ils n'ont toujours pas perçu un centime, et la société qui les employait a été placée en redressement judiciaire le 24 décembre. J'ai envie de dire comme par hasard, hein, redressement judiciaire qui est bien pratique au moment où il y a des décisions de justice pour payer des employés. En parallèle, les ouvriers agricoles ont tous porté plainte auprès de la gendarmerie, faisant notamment état de leurs conditions de vie et de logement indignes. Ils sont en contact avec une avocate, Anne-France Breuillot. Une enquête de gendarmerie est en cours. La procureure de Carpentras a été saisie du dossier le 13 juillet 2023 par la Direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités. Alors, il y a un communiqué du parquet qui a été fait, un communiqué du parquet de ce lundi 22 janvier, donc qui a été sorti avant-hier. On est sur une affaire qui est en cours et qui est récente. Hein. Qu'à la suite des investigations réalisées, le gérant de l'exploitation agricole âgé de 74 ans ainsi que le comptable âgé de 43 ans ont été placés en garde à vue le 17 janvier 2024 puis mis en examen. Ah oui, donc c'est allé loin. Parmi les chefs d'accusation retenus à la rencontre, traite d'êtres humains et soumission de plusieurs personnes vulnérables ou dépendantes à des conditions de travail et d'hébergement indignes. J'ai envie de dire j'ai envie de dire BFPTG, comme on dit, bien sûr. Le code pénal définit la traite d'êtres humains comme le fait de recruter une personne, de la transporter, de la transférer, de l'héberger ou de l'accueillir à des fins d'exploitation, dont via la soumission à du travail ou à des services forcés par exemple, par la promesse de rémunération et à des conditions de travail ou d'hébergement contraires à sa dignité. La traite des êtres humains peut être punie de 7 ans d'emprisonnement. Le terme traite d'êtres humains et 7 ans d'emprisonnement, ça paraît un peu en décalage, j'avais l'impression que c'était plus la peine maximale. Moi, je pense pas qu'ils auront 7 ans d'emprisonnement, hein, mais je dis juste que sur le crime en lui-même, ça me paraît un peu bas. Et voilà. Et non, descends de la table. Attendez. Descends de la table. Merci. Scandaleux ce chat. Il se croit tout permis maintenant. Oui, bah je suis désolé, mais tu montes sur la table, après tu fais tomber des objets. Donc, face à une machine judiciaire qui se met doucement en route, les Marocains n'ont aujourd'hui d'autre choix que d'attendre. On ne fait rien, on n'a pas le droit de travailler, répète Boujema. L'homme montre son ventre et fait signe qu'il a pris de l'ampleur à cause de l'inactivité. Puis il pointe du doigt un mur de parpaing qu'il a érigé à côté et semble presque regretter la période où le patron lui demandait de faire de la maçonnerie dans des maisons du coin, alors que son contrat de travail mentionne pourtant bien ouvrier agricole. Donc en plus il le faisait faire un petit peu n'importe quoi. Retourner au Maroc est impossible pour eux, en tout cas pas pour l'instant. Les 17 hommes viennent tous de la région de Taza au nord-est du Maroc et disent avoir été recrutés sur place par le père de l'actionnaire majoritaire de la SAS de Rigwa, qui détient 99% des parts, qui réside dans cette région. Il leur aurait fait payer 10 ou 12 000 euros en leur promettant en échange un contrat de saisonnier à vie ou en leur faisant miroiter la possibilité de s'installer et vivre en France après 3 ans. Ah ouais, donc en fait, il leur a vendu leur contrat de travail en leur mentant en plus. Donc en fait, c'est même l'argent qu'ils ont perçu, c'est même pas un remboursement de ce qu'ils ont dû payer pour avoir ce soi-disant contrat de travail. Pour à vie, quoi. Bah, c'est pour ça que ça explique aussi le fait qu'ils aient été qu'ils soient mis en examen pour traite d'êtres humains. Certains relatent avoir payé en espèces, d'autres par virement. En même temps que l'un d'eux raconte tout cela, un jeune homme emmitouflé tend son téléphone portable sur lequel tourne une vidéo montrant un échange de liasses de billets, tandis qu'un autre apporte une pochette en plastique de laquelle il sort un papier qui atteste d'un virement de 100 000 dirhams, soit un peu moins de 10 000 euros.
Ah, c'est des pas... On parle pas trop de ce genre de passeurs, ouais, étonnamment. Pour récolter pareille somme, ces ouvriers agricoles ont dû se séparer de tout ce qu'ils possédaient, comme Abdelrani qui a vendu sa voiture, ses 2 vaches, ses 15 moutons et pris un crédit. Mohamed a quant à lui tout emprunté à sa famille. En parlant avec les mains, un troisième croise ses avant-bras l'un sur l'autre pour mimer les menottes et faire comprendre que le retour au Maroc serait synonyme de prison, faute de pouvoir rembourser l'argent emprunté. Parmi les travailleurs bloqués là, alors j'ai lu la légende de la photo, vous allez vous énerver, mais bon. Parmi les travailleurs bloqués là, certains étaient déjà venus travailler l'année dernière et n'avaient pas non plus été payés. Ils ont fait du football avec nous, dénonce le plus âgé. Merci Kant94. Pour évoquer le fait que le patron en France de l'exploitation agricole et le père de son associé actionnaire au Maroc se sont renvoyés la responsabilité de la rémunération des ouvriers. Pour ne pas se faire encore arnaquer, il reste en France et continue à vivre dans cette maison composée de seulement 3 chambres d'une grande pièce, toutes recouvertes de matelas. Selon eux, c'est le patron lui-même qui les a conduits là depuis l'aéroport. Tous détiennent parmi leurs documents rangés dans de précieuses pochettes une attestation d'hébergement signée par de la propriétaire des lieux qui s'avère aussi être l'épouse de leur employeur. Pourtant, le patron Michel Jean déclarait fin décembre au journal La Provence que les travailleurs agricoles faisaient preuve de mauvaise foi et il les accusait de squatter la maison. Contacté par téléphone par Basta, il n'a pas répondu à nos sollicitations, évidemment. Bon, non, je sais pas si on arrivera à lire en entier, mais c'est pas grave au cas où. Durant la saison agricole, la maison était reliée à l'eau et à l'électricité qui ont été coupées dès que les récoltes ont pris fin. Un jour, on est partis tous ensemble au Resto du Cœur et quand on est revenu, le tuyau avait été coupé. Explique Bougema. Ah oui, il l'a carrément coupé littéralement, quoi. Il a pas éteint l'eau, il a coupé le tuyau. Pointant du doigt la chambre à air de vélo utilisée pour rafistoler le raccordement à l'eau. Un effort vain puisque l'eau a aussi été coupée à la source. Depuis, les hommes ne peuvent plus utiliser ni la douche ni les toilettes et ne laissent plus la maison inoccupée. Sans les restos du cœur, on serait mort, résume Abdelrani, créant un petit nuage de buée autour de sa bouche. Ce sont les associations locales Restos du Cœur et Secours catholique de Mazan et des voisins qui permettent aux travailleurs de survivre. Alertées mi-novembre, les associations ont commencé par l'urgence avec des dons de vêtements chauds, de matelas supplémentaires, de couvertures et de quoi manger. La coopérative agricole installée en face met à leur disposition un robinet pour recharger des bidons en eau et des prises pour les téléphones portables. Une équipe de bénévoles solidaires s'est organisée pour créer une cagnotte. Je vais mettre le lien de la cagnotte dans la description. Enfin, pas dans la description, dans le chat. C'est dans le Vaucluse, ouais. En leur permettant de prendre des douches à tour de rôle, de laver leur linge, de consulter un médecin si besoin, de manger à leur faim et d'être suivis par le centre médico-psychologique. Désormais, la maison reçoit tous les jours de la visite. Aussitôt arrivé, Alexis Rivière, habitant du village voisin, a déjà dans la main un verre rempli de thé. Sa mission du jour sera de conduire Mohamed à la préfecture d'Avignon pour qu'il y retire son titre de séjour. Ils y reviendront bredouille, la préfecture étant fermée pour cause d'une manifestation d'agriculteurs. Est-ce que c'est pas un petit peu ironique que ce soit la manifestation d'agriculteurs qui empêche cet ouvrier agricole d'avoir accès à son titre de séjour? Un petit peu. Je trouve ça un petit peu ironique quand même. La plupart du temps, dans ces situations, l'employeur divise pour régner. Là, manifestement, il n'a pas réussi à le faire de façon efficace. Les salariés sont solidaires, relève Jean-Yves Constantin du collectif de défense des travailleurs et travailleuses étrangers dans l'agriculture. Il a accompagné les 17 hommes dans leur demande de titre de séjour vie privée et familiale pour rester sur le territoire, le temps des procédures en justice. Familier des abus dont sont régulièrement victimes les travailleurs agricoles étrangers, il dénonce le manque de contrôle du côté de l'État qui rend de telles dérives possibles. Avant, pour accorder ou non l'autorisation de faire venir un travailleur saisonnier, les services de l'État vérifiaient la cohérence entre le nombre de salariés demandés et la surface de l'exploitation agricole, ou bien que l'exploitation payait bien ses cotisations sociales. Ces contrôles n'existent plus. On se demande pourquoi. Ce qui permet à un certain nombre d'employeurs de ne plus respecter ni le droit ni les personnes, ajoute-t-il. Par l'absence de contrôle, c'est le ministère de l'Intérieur qui couvre tous ces trafics. Et donc Adel Kaito pour Bastamag. Enfin, Basta, maintenant ça s'appelle plus Bastamag depuis genre 5 ans, mais bon, je suis vieux. Et il est très bon article, très très intéressant, très énervant aussi. J'ai tenu à le lire en entier. Je suis vieux.